passer la parole à Virginie Legré-Boyer. Bien, merci de me confier ce sujet qui est d'actualité, qui est touffu. Je vais essayer d'être dans les temps. Alors, le PRP, vous le savez, est en plein... Enfin, c'est un sujet très à la mode. Alors, est-ce que c'est seulement une mode? Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça va remplacer l'acide hyaluronique? C'est ce à quoi je vais essayer de vous répondre. Vous avez d'abord deux types d'atteinte du cartilage. Anthony vous parlera des traitements chirurgicaux des lésions focales, traumatiques, en sachant que toutes ces techniques pour combler le trou, microfracture ou autre, parfois sont associées à l'injection de PRP, voire d'acide hyaluronique dans un temps ou secondairement. Donc je ne vais pas traiter ça. Moi, je vais vous traiter ces lésions diffuses qui sont bien plus embêtantes, c'est l'arthrose, où là, absolument toute l'articulation est malade. Et c'est beaucoup plus compliqué de traiter une arthrose qu'un trou simple dans le cartilage où le cartilage à côté est sain. Et c'est vraiment une prise en charge globale. Alors vous voyez la pyramide avec tout ce qui est possible de faire. Donc l'acide hyaluronique et le PRP, donc comme l'indique le titre, ce ne sera pas en première intention, ce sera en association à un tas de mesures pour lesquelles on va guider le patient. Alors le PRP est bien obtenu par centrifugation du sang. Vous avez donc un prélèvement de 10 cc de sang que vous mettez dans un kit, il y en a plusieurs types, vous le centrifugez et vous obtenez donc les globules rouges, les globules blancs restent en dessous et le PRP, donc c'est ce plasma donc avec un concentré de plaquettes que l'on va donc prélever et réinjecter directement dans l'articulation, si possible de façon éco-guidée s'il n'y a pas d'épanchement, et s'il y a un épanchement, pas besoin d'écho, mais il faudra évacuer l'épanchement. Alors, l'acide hyaluronique, vous le connaissez depuis longtemps. C'est facile, on a des seringues prêtes à l'emploi qui injectent ces chaînes de glycosaminoglycanes qui sont un composé naturel de l'articulation. Et donc là, il y a une action de viscosupplément, c'est-à-dire de viscoélastique, d'absorption des chocs, de lubrifiant, mais aussi une action biologique. C'est pour ça que ça donne des effets à long terme. Alors, l'acide hyaluronique et le PRP, en gros, ils ont les mêmes indications. On va traiter avec ça les arthroses chroniques. C'est un traitement de fond, bien sûr en dehors des poussées. Il ne faut pas que ce soit des arthroses inflammatoires avec des épanchements. Tous les stades peuvent être faits, mais on sait que c'est bien sûr plus efficace dans l'arthrose modérée et surtout dans la fémorotibiale, ce qui est le titre de la communication. Alors, avec ces deux produits, l'efficacité est retardée. C'est pas comme les corticoïdes qui ont une action en quelques jours, mais là, ça met 3-4 semaines pour l'acide hyaluronique, encore plus pour le PRP. Mais si ça marche, là, l'action est prolongée. Point commun aussi, bonne tolérance de ces deux produits, plus ou moins selon ce qu'on injecte. Les acides hyaluroniques réticulés, certains peuvent donner des grosses crises. Certains PRP aussi, ceux qui sont riches en leucocytes, peuvent donner également des réactions inflammatoires. Mais globalement, acide hyaluronique, PRP, bien meilleur rapport bénéfice-risque dans le traitement de l'arthrose si on compare aux anti-inflammatoires répétés, si on compare aux infiltrations, voire aux antalgiques de palier 2 chez les sujets âgés. Alors, les particularités pour l'acide hyaluronique, donc il y a à peu près 60-70% de répondeurs dès 3-4 semaines et les reculs des études sont essentiellement sur 6 mois. Pour le PRP, on a un peu plus d'efficacité dès 3 mois, donc un peu plus tard, avec un recul là qui est à 1 an. Et on observe en fait en pratique des effets assez rapides, mais probablement parce que l'effet placebo est majeur quand on prend le sang, qu'on le centrifuge, etc. Les patients se sentent très pris en charge et souvent ils sont améliorés rapidement. Alors, donc, particularité de l'acide hyaluronique, réaction pseudo-septique avec certains dérivés. Vous avez tous eu une réaction au Synvisc, c'est vraiment pas marrant. Donc ça, on n'a pas ça du tout avec les PRP. On peut avoir quelques réactions inflammatoires, surtout avec ceux riches en leucocytes, comme je le disais. Et même avec ces produits-là, on a noté des élévations de la CRP pendant 3 mois dans une étude en particulier. Donc vraiment, ça peut être très exothermique. Alors, le risque systémique à long terme, par contre, il n'est pas connu pour le PRP, on a moins de recul. Donc, moi, je me méfie un peu pour les injections répétées ou alors des gros volumes, je crois qu'il faut éviter. Sur le plan coût, bien sûr, l'acide hyaluronique, même s'il est déremboursé, c'est quand même moins cher. Et le PRP, on a un protocole plus contraignant. Il faut une prise de sang. Et puis, il faut savoir aussi que le patient ne doit pas prendre d'anti-inflammatoires avant-après. Et les antiagrégants, c'est un problème parce que ça diminue son efficacité.
Juste une petite dia pour illustrer le risque systémique. Il y a une étude qui a montré, après injection dans les tendons de PRP, une augmentation faramineuse de certains facteurs de croissance, FGF 40 x 45, dans le sang. Donc, si on en met beaucoup, qu'est-ce que ça peut donner en systémique? Pour l'instant, on n'a pas de signal d'alerte sur la cancérogénèse, mais bon, c'est à suivre. En tout cas, à mon avis, il ne faut pas faire des doses trop élevées ou répétées. Alors, sur le plan des études, les deux produits ont eu beaucoup d'essais, plus l'acide hyaluronique que le PRP, mais en gros, ils sont le PRP supérieur au placebo, l'acide hyaluronique supérieur au placebo. Vous voyez, il y a eu des essais randomisés, des méta-analyses, globalement en faveur d'une efficacité de l'un ou l'autre, avec une bonne tolérance globalement. Mais ces deux produits ont les mêmes limites, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on injecte. Les acides hyaluroniques, dans les études, ils sont tous différents. On vous injecte des produits avec des hauts poids moléculaires, réticulés ou pas, des nombres d'injections variables, des intervalles variables, etc. Donc finalement, c'est difficile de les comparer. Et avec les PRP, c'est pareil. On a chaque patient a son PRP, selon son nombre de plaquettes, selon le kit qu'on utilise, etc. Donc c'est compliqué. Alors, si on compare, il y a eu des études qui ont comparé le PRP à l'acide hyaluronique, et globalement, vous les voyez là, le PRP fait la même chose que l'acide hyaluronique, donc il est au moins équivalent à 6 mois. Et dans les dernières analyses, on montre que le PRP est supérieur à l'acide hyaluronique à 1 an, si on utilise des PRP pauvres en globules blancs et si on fait des injections multiples. Voilà, donc ça fait au moins aussi bien et peut-être mieux à 1 an. L'effet chondroprotecteur, en gros, il est présent avec les deux produits, mais il n'y a pas d'effet de réparation du cartilage. Donc on ne peut pas dire que le PRP, bien qu'en théorie on ait plus de signal que ça va mieux marcher parce qu'il facilite le recrutement des cellules souches dont on parlait, etc. Mais en gros, pour l'instant, dans les études, on n'a pas d'augmentation de volume du cartilage, donc on ne peut pas dire qu'il va faire de la réparation cartilagineuse. Par contre, probablement, il va être chondroprotecteur, c'est-à-dire il va empêcher que le cartilage se dégrade plus. Alors avec l'acide hyaluronique, ça a été testé avec, vous voyez, 12 injections par an, donc on n'est pas dans des schémas classiques. Alors finalement, au terme de toutes ces études, il y a eu une mise à jour des recommandations françaises de la Société de rhumatologie pour le traitement de l'arthrose, de la gonarthrose. Et là, les injections d'acide hyaluronique ont été réintégrées. Vous savez que depuis que c'est déremboursé, on ne les avait pas dans les recommandations. Donc là, elles sont officiellement recommandées sans attendre un effet chondroprotecteur. Par contre, pour le PRP, les experts n'ont pas statué pour l'instant. Ils attendent d'avoir des données supplémentaires. Donc au finish, dans la gonarthrose, l'acide hyaluronique n'est pas détrôné. Et d'ailleurs, la FDA est en train de remettre l'acide hyaluronique aux États-Unis au titre de médicament et non pas de dispositif. Alors, il est efficace, l'acide hyaluronique, mais sous réserve de bien l'utiliser, c'est-à-dire de bien choisir l'indication, de faire une injection techniquement parfaite, parce que ça ne diffuse pas comme un corticoïde, et de faire un bon schéma d'injection. Et là, j'insiste, parce que on n'a pas les mêmes résultats selon quel acide hyaluronique on utilise et selon la modalité d'injection, c'est-à-dire le nombre d'injections. Et c'est pour ça que on est absolument noyé par une flopée d'acide hyaluronique. Et alors, il en sort tous les jours. On ne sait plus où on en est. Comment s'y retrouver ? Attendez, j'ai avancé une diapo. Parce que les dispositifs sont exactement tous différents. Les acides hyaluroniques, on n'en a pas un pareil, que ce soit le poids moléculaire, la concentration, le temps de résidence, la capacité des seringues, etc. Et vous voyez, moi, pour m'en sortir, j'ai fait un petit tableau où j'ai comparé tout ça. Et vous voyez qu'il y a plein de nouveautés qui sortent. Alors, on ne sait pas trop s'ils sont... c'est difficile de tout mémoriser vu le nombre qu'il y en a. Donc, là, je vais revenir en arrière... Voilà pour celle-là. Moi, j'ai fait une classification en 2 produits, il n'y a pas que moi qui l'ai faite, c'est-à-dire les séparer en linéaire et en réticulé, selon le temps de résidence. Parce que finalement, on va pouvoir injecter en une fois ceux qui ont un temps de résidence articulaire long, de contact avec les récepteurs. Ça, ce sera les monodoses. Et c'est maintenant, c'est on va dire, de pratique courante et c'est fait par tous les spécialistes. La FDA aussi ne s'y est pas trompée. Toutes les monodoses qu'ils ont validées sont des réticulés. Et si on a des acides hyaluroniques linéaires, là, il faut les faire
en 3 doses. Alors on sait que les firmes commercialisent des linéaires en 1 dose, c'est-à-dire qu'ils groupent leurs 3 injections en une, mais franchement, je les ai essayés et je suis d'accord avec ces conclusions, ça ne marche pas beaucoup. Alors, les PRP, c'est pareil, comme je vous ai dit, selon les kits, on n'a pas du tout les mêmes choses, on ne sait pas du tout ce qui reste finalement dans la seringue. Le seul consensus, c'est qu'il vaut mieux utiliser des pauvres en leucocytes, des PRP pauvres en leucocytes, pour une meilleure action et moins de réactions. Et il faut faire une dose au moins 5 à 8 millilitres par injection, et avec 1 à 3 injections selon le kit. Alors, comme ils ont des modes d'action différents, on va aller très vite, eh bien, on peut imaginer que, en cas d'échec de l'un, on puisse utiliser l'autre, avec des effets à peu près identiques. Donc, si on a un acide hyaluronique qui n'a pas marché, c'est tout à fait logique de proposer une injection ou plusieurs de PRP. Et comme leur action biochimique est synergique, eh ben, c'est pas idiot de se poser la question de leur couplage, d'injecter en même temps du PRP et de l'acide hyaluronique. Et ça a été fait. Il y avait une première étude qui avait montré pas beaucoup de mieux. En tout cas, c'était bien toléré, mais il n'y a pas beaucoup de mieux. Mais ils ont utilisé seulement 2 millilitres de PRP. Des labos qui l'ont compris très vite, qui ont déjà couplé dans la même seringue un acide hyaluronique et un PRP. Et là, très récemment, il y a des études randomisées, vous voyez, avec quand même pas mal de cas, qui ont comparé l'association acide hyaluronique plus PRP versus l'un ou l'autre. Et globalement, c'est mieux de les associer que d'injecter l'un ou l'autre tout seul. Alors, en synthèse, le PRP fait aussi bien que l'acide hyaluronique à 6 mois, fait un peu mieux que l'acide hyaluronique à 1 an. Si on couple PRP et acide hyaluronique, on fait mieux que acide hyaluronique et PRP tout seul. L'avantage, c'est une efficacité peut-être anti-inflammatoire plus importante pour le PRP. Théoriquement, une protection du cartilage, en tout cas par rapport au mode d'action meilleur. Une bonne tolérance, pas de réaction pseudo-septique comme peuvent le faire certains acides hyaluroniques, mais on a moins de recul, on ne connaît pas la tolérance à long terme, surtout si on l'utilise de façon répétée. Le protocole est un peu plus lourd, avec un coût un peu plus élevé. Il n'est pas encore statué dans les recommandations officielles de la Société française de rhumatologie. Donc, en première intention, pour l'arthrose chronique, on garde l'acide hyaluronique, on fait d'abord l'acide hyaluronique. En deuxième intention, on peut faire du PRP. Et l'intérêt du couplage est très probable, et moi j'ai commencé à le faire et j'en suis assez satisfaite. Alors, sous réserve, donc tout ça, ça marche, sous réserve qu'il faut bien choisir ce qu'on va injecter, quel type d'acide hyaluronique, quel type de PRP. Il faut bien choisir comment on va l'injecter, à quel rythme, quelle quantité, et à quel moment de l'arthrose on va l'injecter. Et bien sûr, associer une prise en charge globale du patient. On n'est pas des injecteurs, des ouvriers injecteurs qui vont injecter ce qu'on nous donne. On prend en charge globalement le patient pour avoir un bon résultat. Et voilà la synthèse, donc en fonction du stade de l'arthrose. En poussée inflammatoire, là, ce sera le corticoïde. Une fois que la poussée inflammatoire est passée, si c'est une arthrose qu'il ne faut pas opérer, si elle n'a pas d'épanchement important, là, acide hyaluronique, de toute façon en première intention, avec les schémas que je vous ai dit. En échec d'acide hyaluronique, ou s'il persiste un épanchement important, là, on peut faire du PRP, 1 à 3 injections avec des doses suffisantes et même associées à de l'acide hyaluronique. On pense à l'avenir, et vous savez qu'il y a des choses, il y a des gros protocoles qui sont en cours avec notamment la sprifermine qui est un facteur de croissance. Donc le PRP, c'est une soupe de facteurs de croissance et d'autres molécules. La sprifermine, c'est le FGF, le fibroblast growth factor, qui a été purifié. Et les premières études sont absolument incroyables avec des gros effectifs. Donc je crois que les firmes commencent à essayer de le commercialiser. Donc on garde ça en mémoire. Les cellules souches, dont on parlait également en mémoire. Là, ça se fait une seule fois. Et on a créé un groupe de recherche sur les injections de grippe, de plaquettes, qui étudie aussi, qui surveille tout le reste. Et on a, pour le PRP, édité des recommandations qui sont disponibles sur le site de la SFR. Et en tout cas, à la moindre nouveauté, on vous tient au courant. Je vous remercie.
Merci Virginie, là on t'a laissé parler complètement parce que c'est plein de choses intéressantes, une analyse vraiment détaillée. S'il y a des questions dans la salle, moi je voudrais remarquer simplement comme chirurgien que c'est vrai que c'est étonnant sur ce marché colossal qu'il y ait eu des variations des sociétés savantes, des pays dans la prise en charge, dans le remboursement, des remboursements, re-remboursements, enfin bon depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Oui, des sagas, mais comme je vous l'ai dit, c'est très difficile d'interpréter les études du fait de l'hétérogénéité. On n'a pas de schéma avec un produit et un schéma d'injection qui soit reproduit. Oui. Sur une de tes diapos, tu mets injection de PRP en cas de gros épanchement. Or, tu l'avais 5 minutes avant, tu avais dit que c'était mieux de faire sur genou sec. Alors, l'acide hyaluronique, c'est sûr le faire sur genou sec. Le PRP, je vous ai dit qu'il avait une meilleure action anti-inflammatoire. Donc, quand on a des épanchements chroniques sur des arthroses, on sait qu'on essaie l'acide hyaluronique, mais on sait que souvent ça ne marche pas. Donc, même quand il y a un épanchement chronique, le PRP, ça reste une très bonne indication parce que c'est remarquable l'effet asséchant du PRP. On est étonné de ça. Et te disent les labos de l'association des molécules entre PRP et un acide hyaluronique quelconque, qu'est-ce qu'ils te disent quand tu leur dis ça fait quoi quand on met les deux ensemble? Ça a été fait. Il y a Regen qui en a commercialisé un, donc ils sont. Oui, mais les labos qui vendent par exemple tel acide hyaluronique ou tel PRP, quand tu leur dis je mélange l'un avec l'autre, qu'est-ce il faudra que je leur pose la question. Parce qu'en général, ils disent on ne sait pas. Oui, il y a des études, il faut qu'ils les lisent. Non. Oui, il y a des études, mais. Oui, mais c'est ce que j'ai montré. J'ai montré 2 études. Non, les effets thérapeutiques, avec des gros effectifs. mais pas sur le plan de la biochimie, de la biologie. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez les deux produits ensemble? Parce que... On saura l'an prochain. Voilà. Bon, merci. Merci. Question. Pardon. Quel est le meilleur délai entre 2 injections de PRP? Alors, dans la littérature, ça va de 1 semaine à 1 mois. Moi, j'ai fait un mid, j'ai fait 15 jours. Je me suis basée sur les études les plus détaillées et qui avaient les meilleurs résultats. 2 semaines. Qu'est-ce qu'il faut penser des produits qui sont censés augmenter le temps de résidence de l'acide hyaluronique? J'ai mis un point d'interrogation sur ma diapositive. C'est une bonne idée de coupler à du mannitol ou du sorbitol, par exemple, pour protéger un peu l'acide hyaluronique de la dégradation enzymatique dans l'articulation, parce que c'est pour ça qu'il reste que 2 jours, il est attaqué. Donc les réticulés, eux, ils font des pelotes qui les protègent, mais le mannitol, le sorbitol sont des antioxydants, donc ça protège en théorie l'oxydation, mais on n'a pas de données bien précises sur le temps de résidence de ces produits-là. Mais je trouve que l'idée est bonne. Moi, les mettre en monodose, par expérience, je trouve que ça ne suffit pas. Il faut au moins 2 injections, voire 3, mais alors là, on ne sait pas trop. Enfin, c'est pas validé en tout cas. Voilà. Ça fait plus mal. La méthode, ça fait plus mal. Non? Bon. Oui, c'est pas douloureux du tout. Enfin, la fonction, c'est douloureux dans les tendons, les PRP, mais pas dans les articulations. Ah non, dans l'articulation, alors là vraiment, on utilise la même aiguille fine que pour un acide hyaluronique. Même je prends une aiguille bleue. Et donc, pas du tout. Si vous êtes bien dans l'articulation, ça diffuse très bien. Ce qui fait mal dans le tendon, c'est que vous dilacérez en force dans une structure qui est très serrée. Dans l'articulation, ça part comme un acide hyaluronique, c'est pareil. Et pourtant, on fait 6 ml de PRP plus 2 ml d'acide hyaluronique, il n'y a aucune douleur. Si vous êtes intra-articulaire. Voilà, ça, écho. Merci Virginie.